Tu peux naître dans la ville la plus riche de ton pays, et pourtant vivre comme si ta naissance t'avait condamné. À Mumbai, à quelques kilomètres des gratte-ciels étincelants, il existe un code invisible qui divise ceux qui respirent l'avenir de ceux qui inhalent l'oubli. Ce code n'est ni écrit dans la loi, ni prononcé dans les discours. Il s'infiltre dans les murs fissurés, dans les ruelles sombres, dans les eaux stagnantes où les enfants jouent à tes tombes parfois sans qu'on le remarque. Dharavi, le cœur bleu de l'Inde, bat à l'ombre des tours de verre. Ici, une simple ligne tracée sur une carte peut coûter 10 années d'espérance de vie. 10 années volées par l'espace, par le béton, par la lumière qui n'arrive plus à filtrer entre les murs. Il est 15 heures, mais on y marche comme au crépuscule. 13 personnes dorment dans une pièce de 6 mètres carrés, sans fenêtre, sans air, avec l'humidité pour seule compagnie. Ce que le reste du monde appelle insalubrité, ici on l'appelle survie. Et c'est dans cette survie que s'inventent d'autres codes. Des codes de dignité silencieuse, de résistance quotidienne. Ce film ne parle pas de pauvreté. Il parle de ce que cela signifie de naître du mauvais côté d'un système. Et de comment, malgré tout, les gens y écrivent leur propre manière d'exister. Jusqu'à ce que quelqu'un regarde, enfin. 13 corps, une pièce, 6 mètres carrés, pas d'air, pas de fenêtre, juste un plafond si bas qu'on pourrait y cogner la tête en respirant trop fort. Ici, la vie ne se compte pas en années, mais en mètres cubes d'air partagé. Les bébés dorment près des genoux des grands-parents, les mères s'accroupissent pour faire la cuisine à 10 cm du matelas où dorment leurs enfants. Et ce matelas, il sert aussi de table, de sol, de refuge. Quand l'eau des égouts déborde, il devient boue. Dans cette enclave urbaine, à quelques minutes de quartiers luxueux, l'espérance de vie est réduite de 10 ans. Pas à cause d'une guerre, pas à cause d'une maladie incurable. Juste parce que l'air n'entre plus. Parce que l'eau potable est un luxe et que l'humidité creuse les poumons comme le béton ronge la lumière. Un enfant né ici aura moins de chances de grandir que s'il était né à 3 kilomètres de là. Moins de chances d'apprendre, de rêver, de dépasser les murs invisibles qui cernent son existence. Comment expliquer à un enfant que son avenir a été amputé dès sa naissance, non par faute, mais par géographie? À quoi ressemble le futur lorsqu'il commence dans une pièce sans fenêtre? Et vous? Que feriez-vous si la vie vous offrait seulement 63 années, au lieu de 73, simplement parce que vous êtes né du mauvais côté de la rue? Mumbai, capitale financière de l'Inde. Ici, les tours touchent dans le ciel, les milliardaires s'offrent des palais verticaux, et les marques de luxe s'étalent dans les vitrines climatisées. Mais à quelques rues seulement, les canalisations d'eau potable serpentent au ras du sol, collées ou rigolent d'égouts. Le matin, les enfants remplissent leurs bidons dans une odeur d'urine et de moisissure. Un faux mouvement, et l'eau propre devient poison. Dans cette ville, l'or coule dans les coffres-forts pendant que les femmes marchent 1 heure pour aller aux toilettes. Certains dorment dans des lits en cachemire, d'autres sur des draps trempés d'eau usée. Les riches s'offrent des cliniques privées pendant que les pauvres prient pour que la pluie ne transforme pas leur maison en marécage. 2 vitesses, 2 mondes, une même ville. Et dans cette coexistence absurde, personne ne s'étonne plus que des enfants grandissent au bord des égouts. Que l'on paye pour uriner, que des familles s'endettent juste pour avoir de l'air respirable. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une métaphore. C'est Mumbai. Il existe des endroits où l'or est un rêve, et d'autres où les ordures sont la réalité. Entre les deux, une ligne invisible, mais tranchante, une ligne que l'on ne traverse pas. Dis-moi, dans ton pays, est-ce l'or ou les ordures qui décident du droit à la dignité? Écris 2 villes dans une seule si cette réalité t'a secoué. Il est 3 heures de l'après-midi. Mais ici, aucune lumière. Le ciel ne traverse plus les ruelles. Les murs, si proches les uns des autres,
forment un plafond de béton suspendu au-dessus des têtes. Les fils électriques pendent comme des racines mortes, frôlant les cheveux, griffant les regards. Chaque pas est une négociation avec l'espace. Chaque souffle un effort contre l'air immobile. Au sol, une flaque noire. Ce n'était pas un égout. C'était un fleuve. Jadis propre, vivant. Aujourd'hui, saturé de sacs plastiques, de mousse stagnante, de moustiques et d'oubli. Les enfants jouent à quelques centimètres de là. Ils ne voient pas la différence entre une rivière et une poubelle. Ils ont grandi avec cette confusion. Le danger ne vient pas d'un cri ou d'une arme. Il vient du fil dénudé qui électrocute en silence, de l'eau qui déborde sans prévenir. D'un escalier trop étroit pour fuir si un incendie éclate. Vivre ici, c'est s'habituer à la peur, puis l'oublier, car elle devient le quotidien. Certains regardent ces images et détournent les yeux. Mais toi, que ressens-tu en voyant un enfant courir à côté d'un poison lent? Pas un monstre, pas une menace. Juste un enfant. Juste une enfance sous tension, dans l'ombre d'une ville qui l'a effacée. Si cette image te reste en tête, écris lumière volée. Parfois, un mot suffit pour qu'un silence soit entendu. Le droit de vivre ne devrait pas être payé à chaque miction. Mais ici, chaque besoin humain devient une transaction. Pour uriner, il faut payer. Pour déféquer, il faut encore payer. 5 membres d'une même famille, 2 fois par jour, 50 roupies, tous les jours. Et si tu n'as pas l'argent, tu retiens, jusqu'à la douleur, jusqu'à l'infection. Les toilettes ne sont pas un espace privé. Elles sont un luxe public, partagé, lointaine, fragile. Même les femmes âgées doivent traverser les décombres pour y accéder. Même les jeunes filles, exposées au regard, au danger, à la honte silencieuse. L'eau, elle aussi, est mesurée. 3 heures le matin. Ce que tu arrives à remplir entre 6 et 9 heures. Voilà ta survie pour la journée. Les tuyaux qui transportent cette eau propre longent les caniveaux ouverts, où coule le pire. Si une fissure se forme, la saleté s'infiltre. Il n'y a pas de séparation claire entre le vital et le toxique. Boire devient une roulette russe. Respirer, un privilège incertain. On parle de droit à la vie, mais ici, ce droit coûte cher. En argent, en temps, en dignité. Ici, un simple verre d'eau peut être suspect. Une douche, une rareté, et un souffle d'air frais, un mirage dans les ruelles sans fenêtre. Quel serait ton prix pour respirer librement? Et combien paierais-tu pour ne plus avoir à négocier ta dignité avec des pièces de monnaie? Il n'y a pas de jouets ici. Seulement des flaques d'eau brunâtre qui montent jusqu'aux genoux. De l'eau morte, gonflée d'ordures et de déchets humains. Et c'est là que grandissent les enfants. Ils rampent là sur des draps humides, respirent un air qui n'a jamais été filtré par une fenêtre. Les murs sont trop bas, les plafonds trop proches, et les ventilateurs caressent les crânes sans prévenir. Une chambre de 6 mètres carrés, 13 respirations, une enfance engloutie. Ils sont 7, 1 an, 3 mois, 4 ans, 2 ans, 1 an encore, 4 mois. Leurs rires sont étouffés par l'humidité et l'odeur. Leurs pleurs ne réveillant personne parce que tout le monde pleure à sa façon. Quand l'eau entre dans la maison, on ne crie plus. On soulève juste ce qu'on peut sauver. Et on attend que ça passe. La lumière n'existe pas dans ces pièces. Elle est remplacée par la chaleur suffocante et la résignation. Ici, la normalité a été redéfinie. Une mère qui berce son enfant en équilibre sur une bassine. Un père qui dort assis pour laisser de la place. Et une famille entière qui partage un souffle unique, celui de la survie silencieuse. Quand un enfant meurt, il faut l'emmener ailleurs. Parce que même les morts n'ont pas leur place. Pas de sol sec, pas de dignité. Juste une promesse que le jour suivant ne sera pas pire que celui d'hier.
Si ce que tu ressens maintenant mérite d'être vu, alors abonne-toi, pour que ces voix, ces visages, ces vérités continuent d'exister. Il avait 13 ans. Il s'appelait simplement « mon fils ». Elle l'avait porté jusqu'ici, fuyant un village où l'hôpital n'existait que dans les prières. Elle avait cru que Mumbai, cette ville aux tours d'acier et aux promesses verticales, lui offrirait un miracle. Mais le miracle n'est jamais arrivé. Le cancer est resté. Et un matin, son corps a cédé. Dans un lit qui n'était même pas le sien. Pas par choix, mais parce qu'à l'instant de sa mort, leur maison était noyée. L'eau sale montait jusqu'aux genoux. Chaque jour, chaque nuit. Pas d'endroit sec pour poser un dernier souffle. Elle l'a porté jusqu'à la maison du voisin. Elle a posé le corps de son enfant sur un lit étranger. Et elle a attendu. Pas une larme. Juste ce silence dense que seuls les pauvres connaissent. Celui qui contient la colère, la honte et l'épuisement. 13 ans. Des années passées à mendier pour acheter des médicaments. Des nuits dans les couloirs d'un hôpital. Des repas sautés, des prières murmurées, des sacrifices sans fin. Tout cela pourquoi? Un cercueil qui n'a pas pu entrer dans la maison où il avait grandi. Ici, on ne meurt pas dans la dignité. On se dissout dans la crasse comme on a vécu. Mourir dans la même pièce où l'on est né devient un privilège. Et ceux qui partent n'ont même pas une porte à fermer derrière eux. Si tu as lu jusqu'ici, si tu as ressenti cette mer dans ta poitrine, alors laisse un like. Et dans les commentaires, écris une phrase. Une seule. Celle que tu aurais dite à cette femme si elle t'avait regardé dans les yeux. Ce que Mumbai jette, Dharavi le transforme. Là où les autres voient de la saleté, ils voient du plastique trié, fondu, remodelé. Le sol est noirci par des années de cendres, mais les mains qui le foulent sont pleines de compétences. Ici, chaque sachet abandonné, chaque bouteille égarée, chaque bouchon ramassé devient une matière première, une ressource, une dignité. On parle de déchets comme d'un problème mondial, mais à Dharavi, c'est une réponse locale. C'est un métier transmis, une chaîne invisible de récupération qui commence dans les ruelles et finit dans les maisons des grandes villes. Il y a plus de 5000 petites entreprises ici. Des ateliers sans façade, des usines sans enseigne, des visages marqués par la chaleur des fours, par l'odeur du plastique brûlé, par la poussière du recyclage. Les murs sont couverts de résidus, les sols ne voient jamais la lumière. Mais les gestes sont précis, les journées longues, les chiffres tenus en mémoire. On fabrique ici ce que vous tenez entre vos mains sans y penser. Des étuis de téléphone, des tuyaux, des chaises. Le tout né du rebut des autres. Les fours à poterie brûlent à 400 degrés. À chaque maison, un four, une pile de terre, un projet. On fabrique aussi l'intime, le sacré. Les objets des rituels de naissance, les urnes de la mort. Dharavi fabrique le cycle de la vie avec ce que le reste du monde a choisi de ne plus regarder. Pas par choix, mais parce qu'il faut bien manger. Et tandis que d'autres fuient à la saleté, eux l'apprivoisent. Ce que nous appelons déchets, ils appellent travail. Pas un slogan, une vérité quotidienne. Une économie parallèle où l'ingéniosité vaut plus que le capital, où chaque sac plastique oublié dans une benne devient l'équivalent d'un repas, d'un toit, d'une chance de survivre une nuit de plus. Le feu ne brûle pas que la matière. À Dharavi, il façonne la mémoire. Dans chaque ruelle où l'on sent l'argile humide et la fumée épaisse, des générations d'artisans préparent silencieusement les objets qui accompagnent les vivants et honorent les morts. Les fours, ouverts à même la rue, crépitent, jour et nuit. Ils n'attendent pas les commandes de luxe. Ils répondent aux besoins essentiels. L'eau à conserver, les prières à déposer, les corps à honorer. On y fabrique les pots qui recueilleront les cendres, les lampes qui illumineront les autels,
les jarres qui garderont l'eau fraîche pendant l'été brûlant. Ici, chaque geste est hérité. Le savoir se transmet dans les mains, pas dans les livres. L'argile est tamisée à la lumière du matin, puis pétrie à la force du poignet. Les potiers n'ont pas de marque, pas de logo. Leur seule signature est la précision du tour, la justesse du séchage, la patience de la cuisson. Une vie entière peut ne jamais sortir de ces quelques mètres carrés, mais à l'intérieur, le monde entier est recréé. Naissance, mariage, deuil. Dans d'autres villes, on enterre les traditions sous le béton. À Dharavi, on les cuit encore à feu nu. Les flammes lèchent les bords des urnes, comme pour sceller un souvenir. Chaque pot fabriqué est une promesse silencieuse que la dignité n'est pas morte. Pas encore, parce qu'ici, même dans la poussière, le travail a un nom, une odeur, un sens. Parce qu'ici, on ne vit pas malgré la terre. On vit avec elle. Un chiffre griffonné sur un mur peut-il effacer 70 ans d'existence? À Dharavi, des numéros peints à la hâte désignent des maisons entières à démolir, des foyers, des mémoires. On appelle cela un projet de réurbanisation. Sur les papiers, il promet du béton propre, des bâtiments droits, une vie meilleure. Mais dans les voix des habitants, il n'y a que doute. Personne ne sait vraiment ce qui va arriver. On leur dit qu'ils seront relogés. Mais où? À côté du plus grand dépotoir d'Asie. À Deonar. Un endroit où l'espérance de vie est de 39 ans. On ne reloge pas un cœur dans une poubelle. Ce n'est pas un déménagement, c'est une transplantation à froid. Sans écoute, sans choix. Les gens qui sont nés ici, qui ont grandi, dans ces ruelles, qui y ont perdu un enfant ou aimé un voisin, seront poussés ailleurs, loin de ce chaos familier. Et cela au nom du progrès. Un progrès sans visage, sans racines. Même les anciens, ceux qui ont vu les premiers pots sortir des fours, ceux qui ont transmis l'art de recycler, de cuisiner, de survivre, même eux n'y croient plus. Leur rêve de vivre un jour dans un bâtiment neuf s'est éteint lentement entre promesses politiques et silences officiels. On ne développe pas une ville en effaçant ceux qui l'ont portée. On ne construit pas l'avenir sur les ruines de l'oubli volontaire. Parce qu'à Dharavi, ce qu'on veut sauver, ce n'est pas la tôle ni les murs. C'est la pulsation humaine derrière chaque numéro peint. À Dharavi, les codes ne sont pas ceux que l'Inde moderne veut lire. Ce ne sont pas des lignes de croissance sur un graphique, ni des plans d'urbanisme. Ce sont des odeurs, des voix, des murs qui pleurent d'astre la pluie et des enfants qui dorment dans l'eau souillée. Ce sont des femmes qui marchent 100 mètres pour une toilette, des familles entières qui respirent à les égouts à chaque inspiration. Ce sont des rues sans ciel, des vies sans silence, des douleurs si constantes qu'elles ne font même plus de bruit. Et pourtant, ici, on vit, on invente, on recycle ce que d'autres appellent déchets. On fait de l'argile un métier, on fait d'un village un cœur battant. Il ne reste plus rien à prouver, seulement à regarder, à ressentir. Et si ton souffle a tremblé à l'écoute de cette histoire, si ton regard a changé sur ce que veut dire survivre, alors ce canal est ton espace. Abonne-toi, pas pour suivre une chaîne, mais pour rester fidèle à cette réalité qu'on préfère ignorer. Car ici, derrière chaque image, il y a une vérité nue. Une vérité qui dérange, qui réveille, qui bouscule. Et toi, que ferais-tu si chaque goutte d'eau sale te rappelait que tu n'as jamais été invité à vivre ?